Que savons-nous exactement du changement climatique et de ses effets sur notre planète? Au cours des 50 dernières années, les scientifiques ont accumulé des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes marins et sur la manière dont ils réagissent aux modifications du climat. Il est aujourd'hui essentiel de mieux comprendre les changements actuels et d'essayer de prédire ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Relever ce défi est le principal objectif de chercheurs de plus de 20 pays. Soutenus par la Commission européenne, ils ont rassemblé leurs efforts et leurs expertises au sein du réseau Eurocéan. Many seals there. Ah, I see. They're multiplying. Nous sommes à 15 milles de Cape Town, sur la côte ouest de l'Afrique du Sud. Ici, les eaux sont particulièrement productives. À l'origine de cette richesse biologique, le Benguela, un courant d'upwelling qui longe les côtes ouest de l'Afrique. Dans cette région, des forts vents côtiers généralement saisonniers, combinés au relief sous-marin, poussent les eaux chaudes de surface loin des côtes, faisant ainsi remonter des profondeurs des eaux froides riches en éléments nutritifs. C'est le phénomène d'upwelling. Ce courant océanique froid alimente les eaux côtières et favorise le développement d'une production primaire très importante, notamment des floraisons de microalgues visibles sur les images satellites. C'est là que des millions de tonnes de poissons pélagiques trouvent leur nourriture. Constitués pour l'essentiel de sardines et d'anchois, on les appelle poissons fourrage, car ils sont eux-mêmes les proies de nombreux prédateurs situés dans les niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire. Parmi tous les prédateurs, il ne faut pas oublier l'homme. Pour les populations côtières, l'activité de pêche est vitale, qu'elle soit traditionnelle ou aujourd'hui industrielle. Mais il arrive, certaines années, que sardines et anchois se raréfient dans ces eaux pourtant très fertiles. Le Benguela est un écosystème dynamique. Il est caractérisé par une variabilité d'une année sur l'autre, interannuelle, mais aussi par une variabilité sur le long terme, à l'échelle de dizaines d'années. Et ce type de variabilité a des implications majeures sur les petits poissons pélagiques, comme les anchois et sardines, mais également sur le reste de l'écosystème. La variabilité est due en grande partie à des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de vent et de température. La variabilité sur le long terme, quant à elle, est générée par des perturbations environnementales globales. La vie du Benguela n'est pas un long fleuve tranquille. Ses humeurs auraient des incidences sur les pêcheries. Des chercheurs d'Afrique et d'Europe s'appliquent par une approche plus globale, écosystémique, à mieux comprendre son fonctionnement à travers ses différentes composantes. La gestion des pêcheries s'est faite en considérant les stocks indépendants les uns des autres. On gère par exemple le stock de morue ou le stock de harengs ou de sardines. Mais il y a des interactions fortes dans les écosystèmes et c'est ces interactions qu'il faut gérer maintenant avec l'approche écosystémique des pêches. Cela pose bien évidemment des problèmes de durabilité de l'exploitation, mais aussi des problèmes de conservation d'espèces qui ne sont pas exploitées dans l'écosystème, comme par exemple les oiseaux marins qui se nourrissent des anchois ou des sardines que, par ailleurs, on exploite parfois fortement. Il arrive que l'action de l'homme puisse conduire à des situations paradoxales et inattendues. Direction l'île Malgace, à 100 km au nord du Cap. Ce caillou désertique situé à quelques milles de la côte ne ressemble pas aux autres.
il est quasiment recouvert par plus de 140 000 fous du Cap qui s'y regroupent pour nicher. Ces oiseaux marins apprécient le climat sec, chaud et venteux de l'île. La poussière de guano recouvre tout. Le vacarme est incessant. Seule présence humaine autorisée une fois par mois, quelques scientifiques qui viennent étudier cette population bruyante, protégée et pourtant menacée. Les fous du Cap se nourrissent pour l'essentiel de sardines et d'anchois pêchés dans les eaux froides du Benguela. Ainsi, l'abondance et la disponibilité du poisson fourrage va jouer un rôle déterminant pour leur reproduction. 305. D'une année sur l'autre, au mois d'août, les couples se reforment. C'est le temps des parades nuptiales. Les deux parents se relaieront pour couver l'unique œuf. Très vite, les poussins les plus grands sont nourris de poissons entiers, principalement des sardines. Après quelques mois, le jeune fou du Cap doit prendre son autonomie. Inexpérimenté, il préfère marcher sur la plage ou nager plutôt que de suivre les adultes en vol. Mais attention, danger. Au large de l'îlot croisent des groupes d'otaries. Les otaries étaient protégées par les autorités depuis 50 ans, sans tenir compte de leur interaction avec le reste de l'écosystème. Sur l'île Malgace, les scientifiques ont observé ces dernières années un phénomène de plus en plus fréquent et inquiétant. Délaissant pour un moment les bancs de poissons, les otaries s'attaquent aux jeunes fous du Cap inexpérimentés et font peser une menace sur l'avenir de la colonie. Voici donc deux espèces qui partagent le même écosystème, la même ressource. Au cours des 50 dernières années, la population des otaries a considérablement augmenté le long des côtes d'Afrique du Sud. Dans le même temps, celle des fous du Cap a baissé de 20%. La prédation des fous du Cap par les otaries sur l'île Malgace souligne le besoin d'adopter des mesures de gestion des stocks de poissons et des autres ressources marines qui prennent en compte l'ensemble de l'écosystème. Cet exemple met en évidence un enjeu important, la nécessité de trouver un compromis entre les politiques de conservation, la gestion traditionnelle des pêches et une nouvelle approche écosystémique. Cela nous a conduit à essayer de prendre les bonnes décisions quant au choix des espèces prioritaires. Aujourd'hui, sur l'île Malgace, les autorités sud-africaines ont pris la décision d'abattre les otaries en surnombre pour protéger les fous du Cap. Actuellement, 60 à 70% des stocks mondiaux de poissons sont surexploités. Nous devons donc essayer de trouver des approches alternatives pour gérer ces stocks. L'approche écosystémique des pêcheries s'appuie sur un équilibre entre des exigences écologiques et socio-économiques. Beaucoup de populations dans le monde dépendent de la pêche comme principale source de revenus. On peut alors se demander si nos écosystèmes marins sont exploités dans un esprit de développement durable. Par ailleurs, quelles sont les conséquences écologiques de notre pêche sur les stocks de poissons au regard des autres composantes de l'écosystème? Les scientifiques combinent l'ensemble des données passées et présentes, qu'elles soient physiques ou plus largement écosystémiques. Les modèles intégrateurs qui en découlent permettent de suivre l'état de santé du milieu. Le challenge pour le futur, c'est de coupler ces deux types de modèles, c'est-à-dire de mieux comprendre lorsque l'on va changer la physique des océans, par exemple dans un contexte de changement climatique global, quelle va être l'incidence sur les poissons, sur les mammifères marins ou sur les oiseaux. Donc ces modèles nous serviront à mieux comprendre l'impact des changements globaux sur le vivant.